et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 149 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, comme toutes les semaines, à ma gauche, tout d'abord, c'est Georges Eddy. Bonjour Georges. Bonjour Alain. Ma droite, c'est Jérémy Lebescon, bonjour. Salut Alain, salut Georges. Désolé, je suis déstabilisé, c'est le flou game de Jérémy aujourd'hui. Il a la fièvre et on n'ose pas l'approcher en fait. T'inquiète pas, ça va aller. Pas de postillon, pas de contagion, t'inquiète pas. S'il te plaît. Les Wizards en forme, l'avenir des Pacers, le phénomène Nikola Jokic. Les Cavaliers à la ramasse, c'est dans l'actu. Qui va être transféré, qui doit être transféré, ce sera la question du débat. Et puis on vous livrera nos choix pour les remplaçants du All-Star Game. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Un début de saison très difficile, mais les Wizards vont beaucoup mieux. 9 victoires en 11 matchs. Ça va beaucoup mieux, notamment pour John Wall, pour Bradley Beal. Et messieurs, on va commencer tout de suite par cette équipe de Washington. Est-ce que Scott Brooks commence enfin à trouver la bonne recette avec cette équipe ? Oui, alors c'est vrai que on avait parlé d'eux en début de saison et à l'époque la greffe n'avait pas pris, mais c'était plutôt collectif, c'était pas non plus que lié à Scott Brooks. Là, il faut quand même dire une chose, c'est que John Wall est vraiment monstrueux. Il fait notamment 3 double-doubles sur les 5 derniers matchs, je crois, mais plus globalement sur la série de 10 matchs, il est vraiment très fort. Après, Brad Beal, il reste encore sur courant alternatif, mais ceux qui me font vraiment plaisir, c'est Otto Porter Jr. et aussi Kelly Oubre. Otto Porter Jr. qui est vraiment une menace consistante à 3 points, mais aussi un gros défenseur. C'est vraiment le friendly qu'attendaient les Wizards et dont ils avaient besoin. Kelly Oubre Jr., il est relativement consistant. Sur ses 4 derniers matchs, il a 10,5 points de moyenne. En sortie de banc, c'est plutôt très intéressant. Et puis surtout, Washington a retrouvé une bonne fluidité offensive et aussi une grosse intensité défensive. Alors, on va commencer par Wall et Beal. Georges, on va voir leurs stats tout de suite. Il y a des choses à dire sur ces deux joueurs-là. Jérémy l'a dit. C'est un peu alternatif pour l'instant pour Bradley Beal, mais on a l'impression aussi que John Wall partage mieux le ballon et qu'il a aussi trouvé comment driver cette équipe, non ? Oui, c'est notoire que ces deux hommes ne sont en guerre en dehors du terrain, mais ils ont fait des efforts pour jouer ensemble sur le terrain. Ils se passent le ballon. Beal, 46% au tir pour 22 points, presque 40% à 3 points. Ce sont des chiffres pour être All-Star. Il ne va peut-être pas y être, mais il aurait mérité presque autant que Wall. Alors, ce qui est drôle avec cette équipe, c'est que c'est exactement le contraire de Charlotte. Charlotte avait fait un super début de saison. Après, ils perdent un match sur 2. Là, vous avez une équipe qui a complètement foiré son début de saison avant maintenant d'enchaîner 9 victoires en 11 matchs. Et c'est vrai que la clé, c'est le jour où tout le monde a décidé que si on veut remonter la pente, c'est en défendant ensemble, en défendant plus dur. Et c'est là où Scotty Brooks a dû avoir le discours qu'il fallait pour convaincre son équipe de faire ça. Jérémy en a parlé, l'émergence d'Otto Porter, un mot là-dessus quand même aussi, quasiment 16 points, 6 rebonds par match, et puis surtout cette adresse à 3 points, 45%, c'est aussi ça la différence quand même, non ? C'est qu'il y a un troisième homme. Oui, en fait, c'est un joueur qui a fait 2 matchs de suite avec 6 pennies réussis à 3 points, c'est assez prolifique, et c'est clair qu'il fallait un troisième scoreur pour enlever un peu de pression, parce que quand on voyait Washington perdre tous ses matchs en début de saison, c'était toujours le même scénario, Wall qui bouffe le ballon, qui essaie de trop en faire. Ensuite, autour de Beal, qui joue le même jeu, mais tout seul dans son coin, à forcer des tirs. Pas beaucoup d'échanges entre les deux. Et surtout, les autres joueurs sont oubliés, sauf de temps en temps Gortat, le marteau polonais, qui faisait un alley-oop après un pick-and-roll dans l'axe central. Après, malgré tout, Wall, depuis le début de saison, alors certes, il a parfois bouffé le ballon. Moi, je trouve que à la limite, c'était quand même l'élément le plus constant de Washington. C'est surtout que ça rentrait pas beaucoup de shoots à côté, quoi. Et notamment à Bradley Beal, et notamment d'autres joueurs aussi. Et là, en revanche, collectivement, ça se met en place. Et l'équipe, sur le mois de janvier, est à 39% de réussite à 3 points. C'est aussi une adresse retrouvée, enfin, qu'il n'avait pas du tout depuis le début de saison. Donc, c'est aussi qu'autour, enfin, ça commence quand même à se mettre au niveau, au diapason de John Wall. Et Beal était blessé en début de saison. Oui, aussi. Et quand il n'était pas là, Washington avait encore plus de mal à remporter la moindre victoire. Et puis ça a trouvé son rôle. On parlait de Marcin Gortat, il pose des écrans, il prend 11 rebonds par match, il est aussi dans le sale boulot. Très bon. Après, c'est lui qui avait gueulé en début de saison aussi, et puis ça resté aussi un des éléments irréprochables de Washington. Il a toujours fait son boulot, le Polonais. Et il avait raison, il disait on a le plus mauvais banc de toute la NBA. Donc beaucoup de francs parlaient de sa part. Mais à ce moment-là de la saison, il avait entièrement raison. Et depuis, les joueurs du banc ont progressé un peu. 5e place à l'Est, ça va jusqu'où ?
Est-ce qu'ils sont à leur niveau? Est-ce qu'ils peuvent aller encore un peu plus haut s'ils continuent à être cohérents comme ça? À l'Est, on n'est jamais à l'abri de fluctuations de jeu. Pour le moment, tout va bien. Après, rien n'empêche aussi une rechute par la suite. On verra aussi comment d'autres équipes réagissent. Ça peut être le cas de Charlotte qui finalement remonte en pression. Donc, Chicago, New York, aussi, ils sont tous dans le même voilà, panier. là, on est en revanche dans une sorte de ventre mou de la conférence Est où tout peut encore se passer. Donc pour le moment, moi, je me risquerais à aucun pronostic. Moi, je ne vois pas Washington rattraper ni Boston, ni Toronto, ni Cleveland, par exemple. On passe à un petit point blessure à l'ouest. Pau Gasol est blessé, fracture du 4e métacarpien pour lui. C'était lors d'un échauffement en plus, 4 à 6 semaines d'absence. Et on voit ses stats, quasiment 12 points, 51% au tir et 8 rebonds. Est-ce que c'est si grave que ça, messieurs? Même si j'ai envie de dire, on a affaire aux Spurs et du coup, 4 matchs, 4 victoires derrière. Ouais, bah après, surtout qu'en plus, il manque aussi Tony. Alors, est-ce que c'est si grave que ça? Pas tellement en défense, parce que bon, la consistance défensive de Pau Gasol n'est pas non plus la plus conséquente de l'équipe, même si c'est pas aussi mauvais qu'on le dit, c'est pas non plus le défenseur de l'année. Après, Pau Gasol, il était quand même ultra propre depuis le début de saison, notamment sur les pick and pop, sur les jump shots extérieurs, sur son adresse à 3 points, sur sa capacité à jouer au large. Donc en termes d'alternance de jeu offensive, oui, ça va peut-être endommager certaines choses du côté de San Antonio, mais pour le moment, il y a toujours des ressources derrière. Oui, et notamment Dedmond, qui a fait quelques bons matchs depuis la blessure de Gasol. Mais à la longue, il va manquer en attaque parce qu'il est en posto, il est très précieux pour faire des passes à LaMarcus Aldridge, à Kawhi Leonard. Il a un bon feeling avec Tony Parker. Donc, je pense qu'à la longue, il va manquer, surtout en playoff. Il sera de retour, mais c'est là où un joueur avec son expérience pourrait faire la différence dans les matchs décisifs. Ce qui m'ennuie, c'est que sur ce mois d'absence, à la limite, je pense que San Antonio peut quand même tenir le rythme, peut tenir, ne pas descendre au fin fond de la conférence ouest, ça c'est certain. Mais en revanche, je sais plus que d'une blessure comme ça à la main gauche, justement pour cet Espagnol qui aime bien jouer au large, qui aime bien shooter, est-ce qu'il va réussir à se remettre, à revenir aussi en rythme qu'il ne l'était? C'est ça qui me paraît un peu compliqué. Mais en revanche, comme tu l'as dit, Dewayne Dedmon est très solide et très complémentaire de LaMarcus Aldridge, un très gros défenseur. C'est peut-être une des recrues les plus sous-estimées de l'été. Et je pense que San Antonio va bien réagir, mais c'est plus problématique qu'on le pense, je pense, pour San Antonio. Et puis tu l'as mentionné, une petite douleur au pied gauche pour Tony Parker, un peu de repos, en théorie, rien de grave, donc on en reparlera. Mais DeJounte Murray est excellent. Et voilà. C'est toujours ces surprises qui sortent de la NBDL, les Austin Toros, et patatras, le joueur met 24 points. Non, mais c'est ça qui est fabuleux avec les 24 Spurs. points face aux Nuggets, 14 points, et 6 passes face aux Cavaliers. Il met aussi 11 points, je crois que c'était face aux Raptors. Il est vraiment, c'est la mobilette de San Antonio avec aussi une bonne intelligence de jeu pour un jeune de son âge. Greg Popovich fait un travail admirable et en effet pour le moment, comme Patty Mills reste aussi très efficace finalement en sortie de banc, ça roule du côté des Spurs. C'est un joueur sérieux et pas déjanté. Ouais. Oh, elle est pas mal. On termine avec la déclat de la semaine. Elle est signée Larry Bird et ça va nous permettre de parler un petit peu de l'avenir des Pacers. Il parle de Miles Turner, Larry Bird, et pour lui, il pense tout simplement qu'il peut être le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. J'ai du mal à l'articuler parce que ça me paraît un petit peu énorme, messieurs, sachant qu'on a quand même eu Reggie Miller dans cette franchise et actuellement Paul George qui n'est quand même pas le dernier venu. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est lui mettre une surpression inutilement, parce que c'est un bon joueur qui progresse régulièrement, qui a un peu tendance à la Draymond Green à péter un câble d'ici ou là. Mais bon, dire qu'il va être le meilleur joueur dans l'histoire de la franchise quand il y a eu Paul George et Reggie Miller, là, je ne sais pas. Peut-être c'est au deuxième degré, non? Ouais, ou c'est peut-être aussi que Larry Bird anticipe le départ de Paul George. Mais en tout cas, je sais pas. En tout cas, il joue un autre poste différent que Reggie Miller et que Paul George. Ah, c'est sûr. Moi, je lui prête quand même vraiment un gros potentiel, plus qu'un solide joueur. Je trouve qu'à 20 ans, ce qu'il fait, c'est vraiment relativement incroyable. Il a quand même été drafté en 11e position. Je ne sais pas si vous vous rappelez de qui a été drafté devant lui. Frank Kaminsky notamment. Il y a eu Stanley Johnson, Willie Cauley-Stein. Il y a aussi Mario Essendja pour les la scouts, Magic. c'est pas toujours des génies. Voilà. Hein. Et pour le moment, moi je trouve qu'il montre de très belles choses. J'ai quand même quelques questions à son sujet. Faut-il le garder pivot?
Est-ce que c'est pas un joueur qu'on devrait plutôt décaler vraiment au poste 4, où son adresse au large peut être vraiment bénéfique, où il défendra moins, parce qu'il prend quand même des rebonds, hein, mais il a quand même du mal à défendre sur des joueurs aussi grands. Mais il est quand même très intéressant, il doit progresser dans la création de jeu, il doit progresser dans la défense quelque peu, mais face à des pivots qui sont plus lourds, c'est compliqué aussi. C'est un peu comme Karl Anthony Towns, c'est un 4,5 quoi. Mais il a 20 ans, hein, donc pourquoi pas. C'était l'argument principal de Larry Bird, c'est qu'il a 20 ans, il tourne, on l'a vu rapidement sur les stats, hein, quasiment 16,8 rebonds et 2,3 comptes par match. Il a joué 103 matchs à 20 ans, c'est ce que disait Larry Bird. Lui, il disait, moi à 20 piges, je ne jouais pas comme ça. Donc, oui, mais le monde a changé. S'il fait une progression à la Antetokounmpo, Larry Bird aura raison de dire ça. Mais je ne le vois pas faire. Ce genre de progression-là n'arrive pas toutes les années. C'est marrant, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Genre, je crois qu'il va vraiment atteindre. Alors, je sais pas jusqu'où, alors, mais. On va voir si Miles Turner atteint le niveau de Antetokounmpo. On prend rendez-vous dans quoi? Dans 6 mois? Giannis, il a 22 ans. Finalement, il a fait une très solide. Dans 2 ans. C'est noté. Il a fait une saison rookie très solide. Sa saison sophomore est vraiment très solide. C'est quand même le deuxième joueur des Pacers déjà derrière Paul George. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que balle en main, il m'impressionne vraiment. Je trouve vraiment très fort et avec beaucoup de possibilités en attaque. Donc, je sais pas jusqu'où il peut aller. C'est un très bon joueur. Hein. Jérémy y croit plus que Georges donc sur ce coup-là. Alors, je sais pas s'il sera le meilleur joueur de l'histoire des Pacers. Je ne t'ai pas engagé là-dessus. J'ai dit que tu croyais plus que Georges. Le meilleur joueur des Pacers aujourd'hui ou demain, c'est une autre question. Déjà, s'il devient un bis avec Paul George, ce sera déjà très très bien. Hein. C'est vrai. Et on enchaîne avec les tops et les flops de la semaine. Les tops et les flops, messieurs, nous avons un top et un flop commun désormais. Et le top est l'occasion de mettre en lumière un joueur qui a très très bien joué ces derniers jours. C'est Nikola Jokic, qui est passé par Londres notamment, qui avait fait un bon match contre les Pacers, dont on vient de parler. Il tourne à 23 points, 10 rebonds et 4,4 passes décisives. Et surtout, il y a une impression de facilité qui est assez déconcertante, non ? Ouais, pour moi, c'était déjà le joueur le plus impressionnant de la saison passée parmi les rookies. Bon, derrière, forcément, Karl Anthony Towns. Mais c'était vraiment celui qui est le plus talentueux pour moi. Et d'ailleurs, c'est peut-être même le plus talentueux de cette promotion. Bon, alors, il avait été drafté plus tôt que Karl Anthony Towns. Mais ce qu'il fait avec les Nuggets est phénoménal. Et pour moi, le ciel est sa seule limite parce que il peut atteindre des sommets. Il peut devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette ligue, quoi, tout simplement. Oui, et bon, pour le moment, il est meilleur que Miles Turner. Oui, évidemment, Georges. Ouais. C'est pas la même expérience d'ailleurs, hein, mais oui. Le truc avec Jokic, c'est que sorti des Jeux Olympiques, je pense qu'il était sur les retours physiquement. Donc après, il a eu un trou noir en début de saison où il n'était plus du tout à son meilleur niveau et il était relégué un peu sur le banc avec moins de temps de jeu. Et puis depuis Noël, on retrouve le joueur qui était brillant en fin de saison dernière. Et ce qui est génial avec lui, c'est le côté fantasy dans le fameux match à Londres. Il a fait plusieurs passes aveugles dans des situations, notamment il va sous le panier, il lobe le ballon de l'autre côté pour son coéquipier qui pète un dunk. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Donc il y a un peu de Magic Johnson ou d'un très très grand passeur dans ce pivot. Et c'est un pivot, un poste de 5 qui shoot aussi à 3 points avec un bon taux de réussite. Donc il fait partie un peu comme Joel Embiid de cette nouvelle race de poste 5 à droite de loin. Il lui faudra peut-être progresser un petit peu en défense lui aussi parce que pour le moment il fait des chiffres au rebond, de temps en temps au contre, mais c'est pas non plus un défenseur sur l'homme qui a beaucoup d'impact. Mais encore une fois, ça peut venir avec le temps, peut-être que ça ne viendra jamais, mais il a un tel impact offensif que pour moi, à la limite, je lui excuserais d'être moins bon défensivement. Il a 21 ans, Nikola Jokic. Est-ce que les Nuggets tiennent enfin cette pierre angulaire? Ça fait des années où on a l'impression qu'ils ont beaucoup de joueurs, moyens plus, plutôt bons. Est-ce qu'ils ont enfin un mec autour de qui ils vont pouvoir construire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils veulent échanger Nurkic avant la date limite des transferts le 23 février. Et ça pourrait déblayer un peu le chemin. Déjà, ils ont fait partir Geoffrey Lauvergne, qui est un peu déçu de son temps de jeu réduit avec Oklahoma City en ce moment. Donc, il fait partie des pierres angulaires, sinon
sinon c'est lui. Et tant mieux. Alors, il faut voir que Denver, c'est un peu comme San Antonio. Ils ont bâti en draftant depuis 4-5 ans énormément de joueurs non américains, beaucoup de joueurs venus de l'Europe. Et je pense que s'inspirer des méthodes de San Antonio, ça peut porter un certain succès. C'est vraiment une mauvaise idée. Bon, après, les pierres angulaires, Denver, ils en ont eu. Hein. Ils ont eu Carmelo Anthony. Danilo Gallinari était censé être cette pierre angulaire aussi, mais le fait est que ses blessures. Alors, c'est pas du tout un joueur moyen. C'est un bon joueur, mais c'est pas une star non plus. Je pense que son physique l'a simplement gêné. Ses blessures physiques l'ont gêné. Mais là, en ce moment, il est pas mal. C'est un joueur à 17 points. C'est pas un franchise player. Le problème, c'est que pour être une pierre angulaire, après, il faut que le joueur ait envie de rester. Je suis pas certain que Nikola Jokic non plus, lorsqu'il aura l'opportunité de partir. Je sais pas, en tout cas. C'est loin, quand même. Oui, mais Denver progresse. Au contraire, je pense qu'il doit être heureux. En début de saison, ils étaient ridicules. Et maintenant, grâce à l'écroulement de Portland, Denver et même les Pelicans de la Nouvelle-Orléans sont pleinement dans la lutte pour faire les playoffs, ce qui est quand même un renversement de situation total par rapport aux premiers mois de cette saison NBA. On passe au flop de la semaine, il est pour les Cavaliers. 5 défaites en 5 matchs, la dernière contre les Pelicans, sans Anthony Davis. Messieurs, nous ne sommes pas très bons en ce moment, c'est ce que dit LeBron James. 5 défaites sur les 7 derniers matchs, Utah, Portland, Golden State, San Antonio, New Orleans. Ça devient un peu plus compliqué quand c'est New Orleans ou Portland. Les Spurs et les Warriors, on peut comprendre. Qu'est-ce qui cloche pour les Cavaliers actuellement ? Après, LeBron demande plus de création, il demande un nouveau meneur. Alors c'est là où ça commence un petit peu à m'agacer. C'est un petit peu comme si Golden State finalement demandait un pivot All-Star ou demandait un autre pivot en renfort. Au bout d'un moment, je crois que l'effectif des Cavaliers est relativement complet. Et je pense que LeBron en demande un petit peu trop. En termes de playmaker, je comprends qu'ils veulent un nouveau meneur de jeu, etc. Mais je pense qu'il y a suffisamment maintenant de pièces et d'éléments à Cleveland, surtout qu'ils ne demandent pas forcément un meneur, mais de la création, un playmaker. Normalement, ils ont quand même ce qu'il faut à Cleveland. Là, ce qui manque, c'est de la... Attention, parce que je ne suis absolument pas d'accord. Donc, ceux qui aiment quand nous ne sommes pas d'accord vont se régaler. Ce qui manque, c'est de la défense. Ce qui manque, c'est vraiment là de la défense. Et ce qui manque aussi, c'est un peu plus d'innovation et d'imagination dans les systèmes de jeu de Tyronn Lue. Alors attends, je veux savoir pourquoi Georges n'est pas d'accord déjà. Parce que LeBron a entièrement raison. Mo Williams n'a jamais joué cette saison. Et si Kyrie Irving se tourne la cheville, vous avez un meneur de petite taille, un micro-meneur qui n'a pas d'expérience comme titulaire. Donc c'est évident que cette équipe a besoin de signer un playmaker, meneur, ailier, arrière, peu importe, mais quelqu'un qui peut créer le jeu pour les autres, parce que ça se repose trop sur LeBron actuellement, et Kyrie Irving est le gros scoreur. En fait, pourquoi ils perdent en ce moment? Tous les matchs sont à l'extérieur, ils sont dans la partie la plus difficile de leur calendrier, donc ils sont sous les rotules physiquement. Ça s'est vu dans le match à Golden State. Et ça n'enlève rien à leur potentiel pour être en finale une nouvelle fois. C'est juste un mauvais passage dans une saison marathon. Mais ils ont besoin de ce meneur si Irving se blesse, si l'autre se blesse, et surtout pour avoir un peu de soulagement au niveau créativité pour LeBron. Pour le moment, personne n'est blessé. Il y a Iman Shumpert, je ne sais pas ce qu'il fait dans le 5. Pour moi, oui, certes. Mais bon, après, J.R. Smith, c'est pas celui qu'on demande à qui on va demander de créer. C'est pas un meneur naturel, mais en sortie de banc, je pense qu'il amènerait quand même quelque chose un peu plus d'énergie. Là, je pense que de toute façon, le problème de Cleveland, tu as parlé de fatigue, et je pense que c'est tout simplement qu'il y a une mauvaise gestion de l'effectif, et il y a aussi je crois honnêtement que, et je le dis, que Tyronn Lue n'était pas la moitié du coach que n'est David Blatt. Voilà, on va pas refaire l'histoire maintenant, c'est Tyronn Lue qui a gagné le titre, etc. J'aime beaucoup David Blatt, mais il y en a un qui a été champion et l'autre qui ne l'était pas. Ouais, mais après, je crois que Tyronn Lue, on en arrive aussi au système aux limites du système Tyronn Lue. Mais c'est qu'une période, je dis pas qu'ils seront pas champions à la fin de la saison à cause de Tyronn Lue. Je dis juste que là, c'est là où on voit que Tyronn Lue n'est pas non plus. Je pense que c'est un très bon gestionnaire d'hommes, d'état d'esprit dans la mentalité. Sur le plan du jeu, je suis toujours pas très convaincu. Un petit mot sur Kevin Love, 22 points de moyenne en novembre, 22 points de moyenne en décembre, 15 au mois de janvier.
Est-ce que c'est aussi une des causes de cette baisse ou est-ce que justement c'est juste physique, faut pas s'inquiéter? C'est physique, c'est toutes les choses que j'ai dit tout à l'heure, le calendrier, etc., etc. Bon, LeBron a beaucoup de kilomètres sur le moteur. Hein. C'est un peu comme Kobe Bryant. Et là, je suis d'accord par rapport à Tyronn Lue. Il ne faut pas trop faire jouer LeBron en saison régulière. En fait, il faut commencer à le reposer pour qu'il soit plus frais pour les playoffs, parce que c'est là où tout va se jouer. Mais alors, j'ai vu que Nate Robinson, par exemple, a proposé ses services. Je ne dis pas que c'est la solution, mais un joueur dans ce style... Attends, je vais vous dire, la solution, c'est Nando De Colo ou Milos Teodosic. S'ils arrivaient à les arracher à CSKA à Moscou, ça serait parfait. Ça ne va pas arriver, ils sont trop bien à Moscou et très chers. Mais bon, vu comment ils dépassent déjà le salary cap, on se dit que dépenser de l'argent, ça ne leur fait pas peur. Mais il faut un joueur d'expérience qui peut faire des passes, qui peut mettre un panier sans avoir peur dans le money time. Et LeBron a raison de demander ça. Après, finalement, c'est peut-être aussi un mal pour un bien pour Cleveland. Des mauvaises passes comme ça, on l'a dit pour Golden State, ils perdent, ça leur permet aussi de se remettre à travailler, etc. Quand on est champion en titre, parfois, on a besoin d'une motivation supplémentaire, etc. On peut être en excès de confiance. Bon, bah là, finalement, ils vont se dire que le travail n'est pas non plus fini, qu'il va peut-être falloir aussi se remettre à travailler et à travailler sérieusement et à se remettre en question. Et je pense que finalement, cette petite mauvaise passe du mois de janvier pourrait leur être bénéfique pour la suite. Ça va sûrement repartir donc pour les Cavaliers. Nous, on passe au sujet de la semaine. On a parlé un peu plus tôt des Nuggets, on a parlé un peu plus tôt des Pacers. Les deux équipes étaient à Londres. On a rencontré Emmanuel Mudiay. L'occasion de parler un peu des joueurs africains en NBA, de Joel Embiid et de son avenir. C'est parti. Hopefully, hopefully we get more players to do that, to buy in. But at the same time, it goes by, the decisions that individual wants to make. So, yeah, hopefully. I talked to Serge when I was little. Serge, he helped me out. Bismack Biyombo, he's there now too in the NBA with the Orlando Magic. So Mutombo, so they definitely talk to me. Joel's one of my good friends, man. I'm so proud of him. He's been in the league a while but hasn't played. So for him to actually step out there, he's been working on his game every summer, and to prove to people that, he is what he is, it's impressive. I mean, of course, but I mean, we don't know what's going to happen. So you can only focus on right now. Just keep growing, keep growing, stay consistent. Don't cheat no days, take one day at a time. Des sujets londoniens que vous verrez, on en a encore quelques-uns en stock et on remercie Paul Harrer pour le cadrage. Nous, on passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice. Moins d'un mois avant la date limite des transferts, les rumeurs vont plus que jamais s'agiter et nous avons donc décidé de faire le point. On se lance dans le grand bain. Messieurs, qui va être échangé, qui doit être échangé, c'est le débat de la semaine. Vous avez servi de base à la construction de ce débat sur Basket USA. Un sondage, quel joueur va être échangé avant le 23 février? Vous êtes 44% à penser à Rajon Rondo, 24% Ricky Rubio, 23% pour Carmelo Anthony et 8% pour Nikola Vucevic. Messieurs, êtes-vous d'accord? On va commencer par Rajon Rondo. Est-ce que c'est le joueur qui a le plus de chances de bouger? Pour bouger, il faut avoir une contrepartie, enfin quelqu'un qui vous prend. Là, en l'occurrence, je ne sais pas qui pourrait prendre Rajon Rondo. Surtout qu'il y a peu d'équipes finalement qui ont encore de la masse salariale, de la souplesse financière. Cleveland. Mais Cleveland, c'est pareil. Cleveland n'a pas d'argent. Donc Cleveland n'a pas d'argent. Moi, ce que je pense pour Rajon Rondo, c'est qu'on est plus proche d'un buy-out finalement, et qu'ensuite lui trouve preneur par la suite sur un salaire minimum comme Cleveland justement, ou je mets toujours une petite piécette pour San Antonio. Mais dans le cadre d'un échange, je trouve ça compliqué, sauf s'il part avec Nikola Mirotic. 6,6 passes de moyenne avec Nikola Mirotic, sans Nikola Mirotic, Georges, Rajon Rondo. De toute manière, il est plus ou moins inéchangeable, sauf le scénario décrit
par GM et je verrais bien un buyout. Et pourquoi pas les Spurs. Ouais. Bon, Cleveland ou les Spurs, deux équipes qui jouent le titre, c'est ce qu'il veut avant tout. À mon avis, avec Popovich, il est prêt à se la fermer. Et avec Tyronn Lue, peut-être ils vont trouver une autre entente par rapport à Hoiberg. Mirotic, c'est dur pour lui parce que l'année dernière, on l'a annoncé un peu comme la 7e merveille du monde. Il a failli être rookie de l'année précédente, etc. En plus, avec Hoiberg, son adresse à 3 points devait être un peu décisif. Et en fin de compte, il joue de moins en moins. Donc peut-être ça serait mieux pour lui de repartir sur les nouvelles bases ailleurs. Ou Taj Gibson aussi, Jérémy. On a les stats des deux parce que ça fait 2 candidats au Taj trade. Gibson, ça fait 10 ans qu'il est candidat au départ finalement et puis qu'il reste. Pour moi, je pense que Taj Gibson, c'est un petit peu comme un Udonis Haslem plus jeune, c'est-à-dire qu'il doit prendre sa retraite à Chicago. Voilà, je vois pas d'autre solution. Après, Il n'y a pas gagné de titre. Non, il n'a pas gagné de titre, mais forcément, c'est un candidat au départ, de par son contrat, de par son activité. Mais je pense que voilà, si lui part. Honnêtement, dans le vestiaire, alors ouais, je sais pas trop. C'est quand même 11 points, 57% et 7 rebonds. Il y a quand même des équipes qui seraient intéressées. Il est en fin de contrat. Oui, mais enfin, les Bulls aspirent toujours au playoff. Il faut quand même des joueurs capables de les amener au playoff. Bon, voilà, si Taj Gibson part maintenant, alors certes, il reste Bobby Portis, des Cristiano Felicio, etc. Mais je trouverais ça dur pour le moral des fans de Bulls. Ça dépend de la contrepartie, mais je trouverais ça dur. Mais c'est très compliqué d'ailleurs, cette équipe de Chicago, parce que là, on fait Rondo, on fait Mirotic, on fait Gibson. Il y a aussi Dwayne Wade qui a quand même déclaré quelque chose. On va pas dire de troublant, mais qui parle de l'avenir de Jimmy Butler. Une des principales raisons pour lesquelles je suis là, c'est Jimmy. Son avenir influencera ma décision et tout le reste. C'est plus une manière de Butler ne va pas bouger. Parce que c'est le seul joueur qui ne pourra pas bouger. C'est plus une manière de mettre la pression sur le front office des Bulls, c'est de leur dire si vous voulez que je reste, pas d'échange de Butler. Carmelo Anthony était très haut dans le classement, 23%. Est-ce que c'est toujours impossible? On en avait parlé pas mal dans le débat sur les Knicks la semaine dernière. Ça paraît compliqué. Il a une clause qui lui permet de refuser n'importe quel transfert. Droit de veto. À part Clippers ou Cavaliers, on le voit mal accepter de lever sa clause. On est d'accord. Ouais, alors honnêtement, voilà, à moins de son accord, on ne peut pas l'échanger. Maintenant, il a aussi déclaré que si Phil Jackson voulait reconstruire, voulait faire autre chose, bon, bah voilà, qu'il écouterait. Je sais pas, j'y crois pas. Moi, j'y crois moyennement à ce départ-là. En revanche, Derrick Rose, j'y crois pas non plus dans la mesure où il n'y a aucun intérêt à perdre une contrepartie pour lui, dans la mesure où il sera free agent cet été et qu'on peut le récupérer sans. Je ne peux pas croire qu'il lui donne 30 millions de dollars la saison. Il a des stats avancées catastrophiques, le plus-moins, parmi les plus mauvais de tous les meneurs NBA. Bon, en ce moment, Carmelo et Rose jouent mieux. Ils commencent à gagner quelques matchs. Donc peut-être ça va repartir. Mais construire sur le moyen et le long terme avec ces deux-là, là j'y crois absolument pas. Hein. Pour tout ça, en fait, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on pensait que les contrats expirants ne seraient pas si intéressants que ça. Mais comme le salarié cap va augmenter aussi un peu moins de prévu, puisqu'il sera qu'à 103 millions de dollars cet été, on pensait à 108, 109, peut-être que ça sera intéressant de prendre ces contrats expirants finalement pour se libérer un peu plus de masse salariale. Mais pour le moment, c'est quand même, si on prend ces contrats-là, c'est avant tout dans l'état d'esprit de les libérer à la fin de l'été prochain et de pouvoir avoir un peu plus d'argent. Alors, ça semble compliqué pour ces deux-là. Pour Paul Millsap, qui a longtemps été dans les rumeurs, là aussi, ça semble quand même désormais un peu compliqué. Il a une player option pour 2018, quasiment 18 points par match, 8 rebonds. Un très bon joueur, hein, peut-être All-Star. Qu'est-ce qu'on fait? Il a le niveau All-Star. Est-ce que si une équipe balance une grosse contrepartie, les Hawks le lâchent? C'est comme pour Horford. À mon avis, c'est là où les chiffres vont vraiment parler. Si on lui propose entre 25 et 30 pour partir, est-ce qu'Atlanta est prêt à s'aligner? Je ne suis pas certain. Il faudrait être dans la tête des dirigeants. Et c'est comme pour Gibson tout à l'heure. Gibson, pour moi, c'est un joueur qui va passer à 20 millions de dollars la saison. Alors, est-ce que Chicago est prêt à mettre ça pour le garder? En fait, il faut que ces équipes-là sachent dès maintenant en fait, ce qu'elles veulent faire l'été prochain. C'est-à-dire que si elles savent qu'elles ne veulent pas lui donner 30 millions, elles essaient de récupérer quelque chose maintenant. Non, mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence pour les Hawks avec Paul Millsap. Déjà parce que sa player option, en effet, il pourra tester le marché, mais ce ne sera pas cet été-là, ce sera celui d'après. Pour moi, il n'y a pas d'urgence pour les Hawks. Et encore une fois, ils ont attiré Dwight Howard, encore une fois, parce qu'il y avait un projet quand même qui était ambitieux. Si maintenant on l'échange, dans ce cas-là, il ne faut pas non plus attendre à garder Dwight Howard par la suite et ça sera une autre reconstruction pour les Hawks. S'il a un gros offre, la question c'est est-ce que Atlanta va s'aligner ou pas, quoi? Je crois. Honnêtement, je crois qu'Atlanta est prêt à lui filer l'équivalent 27, ou presque,
parce que de toute façon, sinon personne ne va à Atlanta signer en tant que free agent. Donc je pense qu'ils n'ont pas le choix. On a parlé des Knicks. Une suggestion sur les Knicks, pour revenir, elle nous est faite par Bistron12 sur les commentaires de Basket USA. J'ai voté autre parce que j'opte pour Noah aux Wolves dans le rôle de Garnett pour encadrer les jeunes et le relais de Thibodeau sur le terrain. Noah aux Wolves avec Shabazz Muhammad plus Ricky Rubio qui vont aux Knicks. Les Knicks en ont grandement besoin. Est-ce que ça vous plairait un petit Noah Rubio, puisque c'est deux joueurs qui sont dans les rumeurs? Un échange, je crois non plus que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que New York n'a pas non plus... Alors j'adore Ricky Rubio, il faut le savoir, mais je crois que New York n'a quand même pas besoin d'un meneur à 37,1% de réussite et 24% de réussite à 3 points, tout simplement. J'ai du mal à y croire, quoi. En fait, lui, il est plutôt bien avec ces jeunes loups de Minnesota. Quand ça court, le jeu de transition, c'est là où il est à son meilleur niveau. Quand c'est ce jeu posé, le fait qu'il ne peut pas shooter, après son équipe joue à 4 contre 5. Donc, est-ce que Carmelo a envie de courir? Porzingis peut-être un peu, parce que bon, Rubio serait là pour donner des bons ballons à Porzingis. Mais bon, c'est un peu le même problème que Rajon Rondo. Si vous pouvez reculer de 3 mètres et le laisser shooter, ça facilite la défense. Après, l'éventualité décrite ici était intéressante et on en parlait finalement cet été. Quand Joakim Noah a été free agent et qu'il avait la possibilité de choisir son équipe, c'était va-t-il rejoindre Tom Thibodeau à Minnesota. Maintenant, Ricky Rubio reste une pièce importante. Shabazz Muhammad reste aussi un atout, quelqu'un qui peut intéresser les gens, qui fait plutôt une bonne saison lorsqu'on lui donne du temps de jeu. Est-ce qu'on va se séparer de ces atouts-là pour récupérer Joakim Noah qui est quand même en grosse galère? Moi, je crois pas du tout. Et qui coûte, ça reste un mentor à 18 millions de dollars la saison. Et il n'a pas envie de vivre à Minneapolis. Et Minneapolis, New York, c'est chez Joakim lui. Noah, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il voudrait finir sa carrière. Et peut-être sa carrière finira un peu plus tôt qu'on imagine, parce que malheureusement, Joakim a l'air un peu usé physiquement. Les Sixers, on en parle beaucoup, on va en redire un petit mot. Jahlil Okafor, d'abord, il n'a pas joué d'ailleurs le dernier match qu'ils ont remporté brillamment. On va reparler de Nerlens Noel après, mais Jahlil Okafor, c'est 11 points, 5 rebonds par match, contrat garanti jusqu'en 2018, il est sur son contrat rookie, donc c'est très abordable. Il y a peut-être quelque chose à faire pour récupérer du matos là, du côté de Philadelphie. Et pourquoi pas Boston? Okafor à Boston, ça serait parfait. C'est le genre de joueur qui veut jouer sous le panier, dos au cercle, qui manque à cette équipe. Ouais, t'as pas tort. En plus, c'était aussi une des rumeurs les plus persistantes. C'est toujours les Celtics. Après, je sais pas si c'est très complémentaire d'Al-Horford, mais pourquoi pas, ça on verra par la suite. Enfin, oui, pourquoi pas. Mais il lâche quoi? Ils ne sont pas obligés de lâcher énormément de choses. Non, je pense que déjà, il va falloir. C'est Evan Turner qui faisait cette suggestion-là à Danny Ainge. C'est que, finalement, dans les arrières de Boston, on est Terry Rozier notamment, qu'on fait à peine jouer alors qu'il a quand même du talent. C'est ok, tu lâches pas Okafor juste pour récupérer. Non, mais tu peux rajouter un tour de draft, tu peux rajouter des choses. Le premier tour de draft, même de Brooklyn. Je pense que Okafor contre ce choix de draft, ça peut se concevoir parce qu'il n'y a pas de pivot dans le prochain draft. J'imagine déjà les supporters de Boston qui hurlent à l'idée de lâcher le tour de draft de Brooklyn. Oui, mais bon, regardez, ils avaient quoi? Le troisième choix et le joueur qu'ils ont pris s'appelle comment? Jaylen Brown. Voilà, Jaylen Brown. Bon, c'est peut-être un grand joueur dans l'avenir, mais pour le moment... Je suis le premier à dire que les choix de draft sont surcotés au moment des échanges. Oui, mais c'est pour ça. Si vous avez Okafor, vous avez un joueur qui a fait ses preuves et qui joue exactement à l'endroit où vous avez besoin de quelqu'un. Evan Turner dit comme toi, il dit maintenant il y a un peu trop de jeunesse à Boston, il faudrait peut-être un vétéran et lâcher ce choix de draft pour avoir un vétéran. Jahlil Okafor n'est pas non plus un vétéran, mais c'est une solution possible, c'est un pivot. Voilà. Nerlens Noel est un pivot aussi, il a fait un très bon match. Moi je crois plus à cet échange-là, à ce départ-là, en tout cas de manière aussi imminente, tout simplement parce que lui, il y a une urgence, il sera free agent protégé et qu'il aura des propositions l'été prochain. Donc s'il y a quelqu'un qui doit partir là maintenant, ça reste Nerlens Noel. Ouais, c'est le candidat. Voilà. En plus, il joue que 15 minutes. Il n'est pas heureux. Petite suggestion de Black Mamba. J'aimerais bien qu'on récupère Noël et un bon défenseur au périmètre. Lou, Nick Young et Deng sont transférables, je pense. Il parle bien sûr des Lakers. Il parle de Lou Williams et de Liu Holding Liu Holding et Nick Young. Non, Nick Young. Lou Williams me paraît être le seul joueur à garder. Ouais. Et moi, je ne crois pas qu'une franchise non plus acceptera le compte. Même si les Sixers ont l'argent pour... Faut accepter le contrat de Lou Holding maintenant. C'est en fait presque un joueur intransférable aussi. 18 millions, un joueur un peu en fin de carrière qui fait moins de stats. Et Noël aux Lakers, ça vous plairait? J'ai du mal à m'imaginer.
Le problème, c'est que ça ne va pas arranger leur situation. Ça fait un jeune inexpérimenté de plus dans un tas de jeunes qui ont du mal à jouer au basket ensemble. Le problème qui va vraiment arriver avec Nerlens Noel, ça va être quelles vont être ses prétentions salariales et financières. Alors certes, même en tant que free agent protégé, on peut se contenter de lui donner une qualifying offer, on ne dépense pas encore d'argent, et puis l'année d'après, il sera dans ce cas-là free agent non protégé. Et on risque de le perdre dans ce cas sans contrepartie. La qualifying offer, c'est pour le garder, mais si quelqu'un fait une offre, tu es obligé de t'aligner. Et si quelqu'un fait une offre, tu es obligé de matcher. Voilà. Donc ça me paraît compliqué. La gestion de ce cas-là me paraît vraiment compliquée. Moi, c'est pas ce que je souhaite aux Lakers. D'accord, c'est clair. Nikola Vucevic, on va terminer. Il avait 8% dans le sondage. Messieurs, c'est quasiment 14 points et 10 rebonds par match. Titulaire 23 fois sur 43 matchs cette saison avec le Magic. Est-ce que ce ne serait pas lui la potentielle très bonne affaire de cette trade deadline? Bonne affaire, oui, parce que son salaire n'est pas énorme. Il est très correct. C'est très raisonnable pour ses bonnes stats. Et s'il jouait 35 minutes par match, ce serait un joueur autour de 17 points et 11-12 rebonds. Donc, honnêtement, ça, c'est un autre joueur que Boston devrait étudier. Son ratio rebond-minute est vraiment conséquent. C'est un joueur sympa, c'est un joueur qui ne fait pas non plus la gueule dans le vestiaire, alors que il a été quand même relégué sur le banc. C'est un joueur qui a du talent balle en main, qui est capable de marquer des points. C'est pas le défenseur des années non plus, mais ça reste un solide joueur. Et en effet, je pense que, en tout cas, dans la manière dont Orlando a été construit, Rob Hennigan d'ailleurs a dit que le general manager du Magic a dit qu'il allaient se montrer actifs. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des joueurs qui a le plus de valeur compte tenu de son contrat. Maintenant, il y a d'autres joueurs chez le Magic qui pourraient partir parce qu'il y a plusieurs contrats expirants. Moi, je vois pas. Serge Ibaka peut partir l'été prochain. Est-ce qu'il va rester dans ce marasme-là aussi un peu d'Orlando? CJ Watson, il y a aussi Jeff Green. Sa cote a baissé aussi pour Ibaka. Il n'aura pas le salaire qu'il aurait pu avoir l'été dernier. Jeff Green, c'est 15 millions de dollars cette saison-là. Son contrat expire. Est-ce que Orlando ne peut pas s'en servir? Est-ce qu'une équipe n'est pas intéressée? Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements chez le Magic. Et c'est une bonne chose. Ils ont besoin de bouger. C'est une bonne chose. Après, honnêtement, moi, je pense que je préférerais transférer Serge Ibaka et me faire une raquette. Je ne sais pas si c'est très complémentaire non plus, mais Bismack Biyombo et Nikola Vucevic, dans la mesure où Vucevic, c'est encore un joueur avec un salaire abordable et qu'Ibaka, lui, on va pouvoir le perdre sans. Quand je parle du Magic, il est possible qu'il passe sans contrepartie aucune. C'est ça. Une surprise, les Blazers, où est-ce qu'on peut attendre une surprise? Enfin, c'est pas une surprise, on ne parle pas des Suns. Les Suns, il va falloir faire quelque chose aussi. Brandon Knight, qui sort du banc, qui joue à 21 minutes par match. Très malheureux. Qui fait sa pire campagne statistique en carrière. Et puis, il y a encore 56 millions de dollars à lui donner sur les 4 saisons à venir. Il faut faire quelque chose. Justement, à Cleveland, on entend parler un peu de Deron Williams. Est-ce que ça pourrait être la solution vétéran Oui, tout à fait. Moi, je l'ai commenté récemment dans un match où Dallas a écrasé les Lakers, défaite historique pour les Lakers. Et il était bon. Le problème, c'est qu'il est fragile. Donc, si vous prenez un joueur et puis après, il va manquer 10 matchs... Comme Dallas School, il récupérerait une petite contrepartie, ça leur fait pas de mal. Non, mais ça, c'est une très bonne solution. Non, mais Deron, c'est quoi? C'est 10 millions cette saison qu'il a signé, je crois. C'est possible, j'ai pas le chiffre en tête. Et mais il faut envoyer du salaire en face, ou au moins quelque chose. Enfin voilà, je sais pas si Cleveland a beaucoup d'assets qui n'engendreraient pas non plus. Toujours en NBA avec le salary cap, une exception, un truc, du cash, on trouvera bien un moyen de le faire venir s'il faut le faire venir. Puis LeBron veut quelque chose. C'est aussi ça le paramètre. Les Browns en demandent beaucoup quand même, mais bon, oui, pourquoi pas. Oui, mais en même temps, Cleveland, c'est une chose, c'est qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité de 2 ou 3 ans où LeBron va être dominateur. Et il faut mettre le paquet maintenant parce qu'après, ils peuvent avoir 30 ans à pleurer le passé glorieux. C'est ce que tu disais, Georges, tout à l'heure. Il a 33 ans, mais c'est un vieux 33 ans, entre guillemets, puisqu'il est arrivé de high school et il a quasiment jamais loupé de match. Donc, c'est quand même une machine. Voilà pour les transferts. Juste un mot, donnez-moi juste un nom de joueur qui va bouger selon vous. Après tout ce qu'on a dit. Un joueur qui va bouger. Allez, Nerlens Noel. Oui, pourquoi pas. J'avais Rondo en tête, mais... Brandon Knight. Oui. Voilà pour les... C'est une bonne chose pour lui aussi. Voilà pour les transferts. On passe au zapping de la semaine. Georges Eddy, spécialiste du shoot, un avis sur ce lancer franc de Joachim Noah? Je ne rêve que deux choses, c'est qu'il me paye une semaine à New York pour l'aider avec son lancer franc. Après toutes ces années à rencontrer des très bons coachs, c'est pas possible qu'un joueur puisse avoir un geste aussi horrible
à son âge. Et il aurait dû apprendre, comme Rudy Gobert. Juste mettre le ballon, même shooter à une main comme faisait Pau Gasol à une époque, mais faire un truc tout simple comme ça, à partir là où on voit le ballon. En tout cas, ça me console énormément des matchs pourris que je fais les lundis avec Georges, justement. Vous avez un shoot beaucoup plus joli que Joachim Noah. Il n'y a pas Le photo. problème se situe ailleurs maintenant, Jérémy, c'est que tu n'as plus de cheville. Maintenant, j'ai plus de cheville, en effet. Voilà, c'est plus vague. Georges court plus vite que moi maintenant, c'est certain. Plus vague, c'est C'est tout dire. Et ben nous, c'est l'heure de passer au remplaçant du All-Star Game. Les titulaires pour le All-Star Game sont connus, nous allons en parler, nous allons parler des remplaçants aussi, mais d'abord messieurs, un petit mot sur les titulaires et le scandale, le problème de l'année. Nous allons le voir tout de suite avec les titulaires de la conférence Ouest. C'est que vous voyez James Harden, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Kevin Durant et pas Russell Westbrook. Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Ouais, ça fait scandale. Bon, alors après, le vote, ce mix de vote de fans, de vote de joueurs et de coachs, finalement, montre quelque chose de relativement problématique. Et il y a beaucoup de coachs qui commencent à se plaindre aussi du fait que les joueurs aient pris ce vote à la légère, dans la mesure où c'est eux qui se sont battus pour avoir ce droit de vote. Et finalement, il y a des joueurs qui ont voté pour eux, pour n'importe qui, etc. Alors, on rappelle la stat, 282 joueurs ont été nommés. Ça veut dire que dans une équipe, je crois, comme les Pistons, j'avais regardé, dans les Nuggets, il y a 12 joueurs qui ont eu des votes. Ouais. Ce qui est aberrant. Il y a des joueurs qui ont voté pour eux. Mo Williams a eu des votes, Jeremy Grant tout le monde a des votes. Ouais, voilà. c'est nul. Et d'ailleurs, Eric Spoelstra et Steve Kerr l'ont dit. Ouais. Les joueurs ont été nuls dans ce cas-là. Et même le soir, je crois que le soir du vote, enfin le soir où les résultats sont sortis, il y avait des joueurs qui n'étaient même pas au courant qu'eux pouvaient voter. Parce que tu dis il y a eu 280 joueurs, mais je pense qu'il y a eu que 60% des joueurs qui sont allés voter. Je crois que c'est très faible quand même malgré tout. Donc ouais, il y a une sorte de flou artistique à ce sujet-là et je pense que les joueurs manquent aussi d'objectivité. Puis on l'avait vu lors des trophées alternatifs qui avaient été remis la saison dernière où c'était James Harden qui avait été élu MVP. Alors c'était il y a deux saisons je crois. James Harden qui avait été élu MVP contre Stephen Curry. Bon après c'était pas non plus forcément un scandale, mais il y avait cette sorte voilà ce truc chez les joueurs où les joueurs votent pour les potes et puis c'est ça qui est problématique. Après honnêtement Russell Westbrook on sait qu'il sera au All-Star Game. Non, mais titulaire ou non, il doit être titulaire. C'est pas un drame. Il doit être titulaire à la place de Stephen Curry sur cette saison. Rassurez-moi, je suis pas le seul à penser. Oui, si vous comptez uniquement sur cette saison. Sur cette saison, mais bien sûr. Traditionnellement, le vote pour l'All-Star Game, ce n'est pas uniquement sur les 3 premiers mois de la saison en cours. C'est votre palmarès. Vous avez des bagues de champion. Oui, il a quand même alors, Steph Curry, il est double MVP, deux finales de suite et champion. Et Russell Westbrook n'est rien de tout ça. Après, il faut savoir aussi, là, les joueurs ont merdé, pour le dire simplement, mais avant, c'était les fans qui votaient. Et si même on était resté au vote des fans, Stephen Curry serait quand même le meneur titulaire. En fait, c'est un tie-break et c'est le vote des fans qui donne l'avantage à Curry selon la NBA. Il a plus de 20 triples-doubles depuis le début de la saison. C'est une aberration totale. Si on prend le truc au sérieux, en tout cas, c'est une aberration totale qu'il soit pas mais en même titulaire. temps, qui prend le All-Star Game au sérieux encore aujourd'hui? C'est un match dont tout le monde se fout, qui se dispute en 300 points, où Zaza Pachulia aurait pu être pivot titulaire. Alors, dans ce cas-là, ça aurait été encore pire. Ça. Oui, mais dans ce cas-là, si c'est vraiment totalement une blague, on laisse le choix aux fans de A à Z. Ils mettent Zaza Pachulia s'ils veulent, ils foutent Aaron Gordon à l'est pour qu'ils mettent des dunks s'ils veulent, et puis voilà. Parce que, honnêtement, je crois qu'on en arrive à un point où c'est ce qu'il faut faire. Après, de là à débattre sans s'attendre. Après, maintenant. Entre la qualité du joueur de Stephen Curry et la qualité de Russell Westbrook, au bout d'un moment que l'un soit dans le 5 ou non, bien sûr, ils vont il n'y a rien de scandaleux non plus. Westbrook sera quand même MVP parce qu'il va être revanchard. Après, honnêtement, oui, c'est lui qui devrait l'être, mais qu'est-ce que... Et la meilleure solution, vous savez ce que c'est? C'est laisser les coachs tout choisir. Parce que les coachs, on voit qu'eux, c'est toujours fait avec beaucoup de sérieux, parce qu'eux, ils reconnaissent que c'est quand même une célébration de la carrière ou de la saison de chaque All-Star. Et donc, pourquoi pas? On dit que c'est les coachs qui choisissent les 5 et les remplaçants. Et puis Steve Kerr l'a dit, il a dit de toute façon, Russell en effet sera sélectionné par les coachs et je crois que c'est plus honorant d'être sélectionné par les coachs et je suis entièrement d'accord avec lui. Je préférerais à titre personnel qu'un coach me sélectionne. Bon, le public c'est très cool, on sait que ça veut dire qu'on vend des maillots. C'est le public mais, qui fait manger, mais en même temps, ça prouve aussi que les coachs vous estiment et je crois que de toute façon, c'est ça la plus belle des récompenses malgré tout. Les titulaires à l'Est, on va acheter un petit œil quand même aussi. C'est moins polémique, mais ils sont là. Kyrie Irving, Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo et LeBron James. La grande nouveauté, c'est quand même Giannis Antetokounmpo. Et pas de pivot. Très belle nouveauté. Et que des extérieurs. Que des extérieurs. Qui joue pivot là du coup au début du match? C'est Giannis. Ça va être Giannis, je pense, ouais.
Après, je crois que. Enfin, qui va jouer pivot? Mais qui va jouer de toute façon? Qui va vraiment jouer? De toute façon, ça reste maintenant. Moi, ce match, je trouve qu'on en parle un peu trop, même nous, enfin, nous y compris. Mais c'est très. En tout cas, pour tous les joueurs qui sont là dans ce 5, c'est récompensé. Enfin, c'est mérité, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Mais Kemba aurait pu. Non, peut-être pas dans le 5 pour Kemba, mais Kyle Lowry aurait peut-être pu y prétendre. Mais il n'y a aucun joueur, en tout cas, qui ne mérite pas sa place dans le 5 majeur. Georges, pas d'anomalie? Non. En plus, ça va être de showtime avec ce 5-là. Ça court partout, ça shoot de partout. Bon, on va dire que c'est typiquement All-Star Game, ce 5-là. Et après, il faut savoir ce qu'on veut faire du All-Star Game. Ouais, parce qu'en fait, le plus important, c'est d'être choisi, pas d'y jouer. C'est parce que ça fait partie de votre palmarès. Il a été choisi 10 fois au All-Star Game, 5 fois All-NBA. Donc, c'est important dans ce sens-là. Mais c'est vrai que l'événement, très honnêtement, tous les ans me déçoit un peu plus. Parce que moi, je voudrais que les joueurs jouent un peu plus sérieusement le match et que ce soit plus spectaculaire. Ça fait des années qu'on parle de cette fameuse sélection reste du monde contre la sélection US, etc. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait relancer un petit peu l'intérêt. Je pense aussi que le fait de cette séparation backcourt, frontcourt, etc. N'est pas très intéressante et qu'il faudrait remettre des postes. Enfin voilà, honnêtement, c'est ce que dit Joel Embiid, il a raison. Mais là, on en est au point où Oscar Schmidt vient d'être sélectionné au match des célébrités. Stars, on parle peut-être de Barack Obama, je crois pas que ça se fera, mais on parle peut-être. C'est exceptionnel. Je crois qu'on en est au point où le match des célébrités nous intéresse plus que, enfin, risque de plus nous intéresser que le match. Sauf quand ça commence à jouer. Hein. Un petit mot quand même. C'est pas le match de l'année. Hein. Un petit mot sur l'Est, on disait pas de pivot. Joel Embiid aurait peut-être pu y être, non? Oui, mais c'est toujours délicat. Il y a peu de rookies qui ont été. Ou Hassan Whiteside. Il y a peu de rookies qui ont été sélectionnés. Après, Hassan Whiteside, il a trop ouvert pour pouvoir aspirer. Je crois que finalement, le fait de l'ouvrir comme ça joue en sa faveur. Oui, mais au niveau performance, il a le niveau. Alors, messieurs, on se frotte les mains. On va passer aux remplaçants. Et alors là, attention, le chrono va être de la partie. Georges, on va voir tous tes choix et tu as 1 minute pour les expliquer. C'est parti. Oui, en fait, je me suis basé un peu sur Mark Stein de ESPN.com qui a nommé plus ou moins les mêmes joueurs. Donc là c'est sans tenir compte des postes. Parce que, bon, Love va jouer pivot et en fait, c'est un 4 qui s'écarte à 3 points la plupart du temps. Mais chaque joueur fait une saison individuellement très, très fort et fait gagner son équipe. C'est le cas d'Isaiah Thomas qui fait sa saison de référence. C'est le cas de John Wall parce qu'on a vu que Washington est très, très fort depuis 2-3 semaines, sinon un mois. Kemba Walker porte l'attaque de Charlotte, qui est une équipe un peu faible en attaque. Paul George est toujours à son meilleur niveau. Kevin Love, c'est plutôt pour son début de saison, hein, parce que ce qu'il fait depuis quelques matchs, comme pour Cleveland, c'est pas brillant. Et puis Joel Embiid, c'est notre chouchou qui mérite d'être là et il sera rookie de l'année. Et il fait reparler de Philadelphie, c'est un exploit. Merci. C'est Simon Stéphane qui m'a dit dans l'oreillette, fais un buzzer vocal puisque je n'ai pas de buzzer sous la main. Très belle imitation de buzzer, Alain. J'ai pas dépassé. Et voilà, et Georges en plus a été parfait, j'ai même pas eu à faire le buzzer. Jérémy, es-tu d'accord avec ses choix? On va le voir en images. Et toi aussi, tu as 1 minute pour t'expliquer. Ouais, challenge, je crois que j'ai fait à peu près les mêmes de toute façon. Alors oui, sauf que j'ai mis Kemba Walker de côté parce qu'en effet, je tenais quand même au poste. Et comme toi, je l'aurais mis, mais je me suis dit, ça va faire 4 meneurs dans le deuxième 5, c'est pas possible. Donc je suis vraiment désolé pour Kemba, mais il le mériterait pour moi. J'ai mis Hassan Whiteside parce qu'il le mérite, contrairement à, enfin, pas contrairement à Joel Embiid, mais pour moi, Joel Embiid, il peut attendre 1 an de plus. Et puis surtout. Tu mets pas Joel Embiid. Non, mais pour moi, la différence, elle s'est jouée aussi au nombre de matchs disputés. Hassan Whiteside a disputé quasiment toute la saison, contrairement à Joel Embiid qui lui a manqué 10 matchs. Jabari Parker parce que je trouve qu'il fait une très belle saison sophomore et qu'il me fallait un ailier ou un joueur capable de jouer ailier. Kevin Love parce qu'il le mérite en effet et Paul Millsap parce que là encore c'est le bilan qui fait la différence. Pour moi c'est soit le nombre de matchs disputés soit le bilan collectif qui a fait la différence et pour moi on était quand même obligé de mettre un joueur des Hawks dans les remplaçants All-Star parce que les Hawks font quand même une des meilleures saisons, enfin pas une des meilleures saisons mais sont parmi les meilleurs de la conférence Est tout simplement. Donc voilà comment j'ai fait ma décision finale. Moi j'étais plus d'accord avec Georges parce que j'avais Isaiah Thomas et Lowry. Pardon, j'ai pas fait le buzzer, mais parce que tu étais dans les temps. J'ai Thomas, Lowry, Embiid, Love, Paul George, John Wall et Millsap aussi, donc c'est complété. On passe à l'Ouest avec Georges. Les sélectionnés de Georges, 1 minute encore une fois. Allez, ça va apparaître, c'est parti. Bon, Rudy Gobert, ça ne vous surprend en guère. Et il le mérite parce qu'il est stratosphérique depuis 6 semaines.
Draymond Green, parce que c'est l'homme à tout faire. Je pense qu'avec Klay Thompson, ça va faire 4 All-Stars dans la meilleure équipe de la saison, et même depuis 3 ans, on pourrait le dire. Donc, c'est tout à fait mérité. DeMarcus Cousins, c'est pas du tout ma tasse de thé. Une personnalité un peu trop folklorique, mais bon, pour un All-Star Game avec ses stats individuelles, il mérite quand même d'être choisi. Mike Conley, parce qu'il faut un joueur de Memphis, l'équipe la plus surprenante de la conférence Ouest. C'était lui ou Marc Gasol. Marc Gasol joue un peu moins bien depuis 3 semaines et Gobert monte en flèche. Donc, j'ai préféré Gobert. Et en plus, c'est mon pote. Russell Westbrook, ça ne se discute pas. Gordon Hayward, ça fait 2 joueurs d'Utah dans l'équipe. Mais Utah fait une super saison. Pourquoi pas? Ouais. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Moi j'aurais mis Marc Gasol à la place de Mike Conley. Quand Mais même. je- Il est un peu, et qu'il est la base aussi, et Conley a manqué des matchs également. Donc mais c'est très Mais serré. Gasol hein. a manqué des matchs aussi. Gasol aussi, c'est très serré. On va passer à la sélection de Ouais, Jérémy. on s'est pas concerté avec Georges, mais je crois que Vous avez exactement les mêmes? On a le même. Non, t'as Marc Gasol. Alors j'ai choisi Marc Gasol. Mais c'est vrai que c'est le seul visage qui change sur cette Ouais, présentation. et qui est-ce que du coup je n'ai plus? Bah Mike Conley. Ah voilà, bah, il me fallait un joueur des Grizzlies C'est ça, et j'ai ouais. fait mon choix entre Mike Conley et Marc Gasol. J'ai vraiment hésité. Eh ben, J'ai vraiment hésité Au entre niveau les des deux. pivots, ils sont servis au moins. Voilà. ouais, Mais je crois que de tous les cas, il fallait sélectionner Rudy, il me fallait DeMarcus Cousins aussi parce qu'individuellement, on peut pas ne pas le sélectionner. Un joueur des Grizzlies, ça aurait pu être Conley, c'est Marc Gasol. Et en effet, j'aurais dû mettre Conley du coup. Draymond Green parce que Draymond Green et Klay Thompson, c'est quand même relativement normal de les avoir dans les remplaçants, même si Draymond Green il fait une saison en termes de chiffres, quand on les regarde, c'est quand même fou. Russell Westbrook parce qu'on a déjà tout dit et Gordon Hayward parce qu'en plus si Utah a fait une aussi belle saison, c'est aussi grâce à Gordon Hayward qui porte quand même Utah offensivement et il a fait notamment une première partie de début de saison vraiment incroyable. Donc pour moi, il mérite cette sélection-là. Eh ben, on est à peu près tous d'accord. Moi, j'aurais laissé Zaza Pachulia à cause des joueurs. Ils ont voulu que ce soit n'importe quoi et voter pour n'importe qui. Donc, on laissait Zaza Pachulia qui avait finalement été choisi. Mais sinon, non, j'avais à peu près les mêmes que vous. Voilà, les noms seront dévoilés le 26 janvier. Ça approche très très vite. Je crois qu'officiellement, les coachs doivent sélectionner 2 arrières, 2 fronts de courte et 2 wildcards. Donc, c'est le processus officiel. N'hésitez pas à nous donner vos choix, bien sûr, sur les réseaux sociaux et les commentaires de Basket USA. On passe au pronostic. Alors ça a été très jordanesque les pronostics avec Unibet la semaine dernière puisque 2 pour Georges, 2 pour Jérémy et 2 pour moi-même sur 3. On a plutôt été pas mal messieurs. Ça fait 5 pour Georges, 7 pour Jérémy et 4 pour J'ai fait un 5 sur 5 pour le Martin Luther King Day sur Unibet. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 3 ans. Tu avais déjà fait un bon score pour Noël, non, aussi? Oui, mais là c'est vraiment par rapport à Martin Luther King Day. J'avais jamais eu 100% jusqu'à là. Sur les événements. Attendez, Georges, ça la pète là, mais on est bien d'accord. C'est donc moi qui ai 7 là depuis le début. Oui, d'accord, ouais, ok. oui, on a compris. Mais la saison est longue encore quand même. Hein. Vendredi, Bucks Celtics à Milwaukee. Je prends les Bucks parce qu'il y a plusieurs joueurs blessés dans l'effectif des Celtics. Je prends les Celtics. Ah, je prends les Bucks aussi. Dimanche 21h30, Cavaliers Thunder. Cavaliers en difficulté, le Thunder qui a retrouvé À Steven Adams. Cleveland? À Cleveland. Cleveland a trop besoin de cette victoire pour se relancer. Cleveland aussi. Oklahoma. Et puis lundi, un petit Sixers Kings. Un peu de fond de À Philly. tableau, mais À avec du Philadelphie? talent. Ouais, à Et Philadelphie, Joel avec du Embiid talent. joue? Ah bah, je suis pas là pour. Je Ça peux pas le dire, si moi. Joel Embiid joue, je prends Philadelphie. Ça, c'est vendredi? C'est lundi. C'est lundi. Prochain. Dimanche, par contre, il joue pas. Non, On est d'accord. je crois pas. Alors, Joel Embiid risque de jouer en effet. Dans ce cas, je prends les 76ers. Je vais dire les Kings. On passe au quiz. Alors on flambait sur les pronostics, sur le quiz, on a quand même été un peu moins bon la semaine dernière, c'était du 0 sur 3 Ouais, pour vous c'est deux vrai. messieurs. Donc 5-4 en faveur de Georges toujours, et on passe aux questions. Les Wizards dont on a parlé ont changé de nom bien sûr, ils s'appelaient les Bullets auparavant. En quelle année ont-ils changé de nom? 99, 2000. Georges? 2001? Aucune idée. Non, vous êtes un peu en retard, c'était en 97. Ah. Un peu plus tôt que ça. Messieurs, quels sont les joueurs, on a parlé beaucoup de trades, quels sont les joueurs qui ont été échangés le plus de fois dans l'histoire de la NBA? Je vous donne un point si vous me donnez un nom et un point pour le nombre d'échanges. Oh, il y avait ce journeyman incroyable. Mo Williams. Il y a 3 joueurs qui ont été échangés un nombre record de fois. On parle d'échanges, hein, pas forcément d'équipe, parce qu'il y a des joueurs free agents. Oui, d'accord, ok. On parle d'échanger, impliqués dans des échanges.
Je sais pas, le Cricknour a été échangé Danny 3 fois Manning. dans le même été. C'est vrai, mais finalement, il apparaît pas dans ce classement-là. Alors, c'est des joueurs un peu milieu des années 90. Hein. En plus, j'entends la musique de George. Anthony Mason. Non. J'avoue que je cale un peu. Alors, le nombre de trades déjà, allez, le record. 12. D'après vous. Non, c'est moins. Ah non, ça c'est le nombre d'équipes. Non, je crois que c'est 13 en plus. Dans ce cas, je sais pas, on va dire au pif 8. C'est 8, ouais. C'est 8 Ah, échanges. mais je vais dire 8 aussi. Ouais. Je vais vous donner un point chacun là-dessus. Chris Gatling, Billy Owens et Don McLean. Chris Gatling. Voilà, Chris Gatling. Ça, c'est marrant, je me rappelle de lui qu'aux Clippers. Il a joué aux Nuggets. T'as ces équipes Bon, ou pas il a tourné. Non, j'ai pas les équipes du coup pour les 3. Messieurs, on a parlé de Nikola Jokic. Quelle position dans la draft Tu sais ce que 2014 j'aimerais savoir? C'est combien de personnes regardent l'émission et connaissent les réponses. le bon C'est vrai. résultat. Envoyez-nous vos La bonne- scores. À mon avis, c'est 0. Envoyez-nous vos scores à Toupcast. Tiens. Position de Nikola Jokic dans la draft 2014. 38e. Pardon? Nikola Jokic dans la draft 2014. Quelle position? Il était choisi, je ne sais pas, 24e? 24 et 38, 38. j'ai dit. C'était 41, messieurs. Oh. C'était une meilleure affaire encore que ça. C'est le Manu Ginobili de son époque. Bon, ça fait quasiment 0 là pour encore. Hein. Ouais. Ça va, je me mais- suis rapproché de la position de Jokic. Je- J'étais à 3 places. Le 8. Je vois ceux qui choisissent ces questions devant le ordi à 3 h du matin en train de regarder dans les archives de basketreference.com. C'est ça. Et ça, je fais C'est pas. ça. Bon, bah, je vais essayer de faire un peu moins dur. Là. J'ai été Bah trop oui, sec, pas moins c'est dur, déjà- non. essayons de voir C'est à nous de progresser. si ceux qui regardent l'émission ont le moindre idée à la bonne envoyez-nous. réponse à ces questions. Eh ben, envoyez-nous dans les commentaires de Basket USA et à Toupcast sur Twitter. Dites-nous, j'y arrive ou j'y arrive pas. Faut que ce soit un peu plus Oui, dur, un peu moins dur. dites-nous si vous avez, depuis le début de saison, eu une bonne réponse. Voilà, normalement, il y en a. Voilà pour comment se termine l'épisode numéro 149 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast est disponible toutes les semaines sur Basket USA, Dailymotion et iTunes. Pour nous suivre, c'est à Hoopcast, c'est à Georges J2, à Jérémy Lebescon avec un T, à Talin Mattei pour moi-même. Merci beaucoup, messieurs. On dit un petit coucou aussi à Paul Harrer, notre chef d'édition, qui s'en va et pour qui c'était la dernière émission. Simon Stéphan prend la place. On lui souhaite évidemment la bienvenue, même s'il était déjà là. Merci beaucoup donc à Paul. Nous, on vous dit à très bientôt et c'est Georges qui vous dit au revoir. Bye bye! That's a humanly impossible.